Ok, merci Gérard, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais donc vous parler de création et de créativité à l'aide de l'ordinateur, dans un contexte où des musiciens et des informaticiens se rencontrent, dans un contexte de recherche et de création. Alors, je travaille à l'IRCAM, Gérard l'a rappelé, c'est un grand centre de recherche et de création musicale. Et j'y travaille depuis un certain nombre d'années. Et une des choses que j'ai faites là-bas, avec l'aide de beaucoup de gens, dont Carlos Sagon, qui avait fait sa thèse là-dessus, j'ai créé un langage pour l'aide à la composition qui s'appelle Open Music. Donc vous voyez des exemples visuels ici. En fait, c'est un langage de programmation complet, mais qui est visuel et qui est à l'adresse des compositeurs. Donc les compositeurs peuvent s'emparer des concepts de la programmation, des concepts des langages de programmation et programmer eux-mêmes les structures musicales qu'ils ont envie d'inventer ou d'explorer. Donc c'est un logiciel qui est maintenant très très utilisé. Il a été utilisé notamment par Philippe Manoury qui va occuper bientôt une chaire dans cette auguste maison. Pardon ? Ah, c'est secret, donc par Philippe Manoury, dont je ne sais pas ce qu'il va faire dans un avenir immédiat, mais qui est quelqu'un de très remarquable et de très connu. Et bien évidemment, donc ça fait quelques années que je me pose véritablement des questions liées à la création et à la manière dont l'ordinateur, la programmation informatique intervient dans le processus de création. Et ça a été alimenté par un très grand nombre d'interactions avec des artistes, des créateurs, des musiciens, des instrumentistes, des performeurs. En voyant la présentation de Christophe ce matin qui a parlé de Raymond Roussel, je n'ai pas résisté au plaisir de remettre un texte que je citais souvent en exemple, parce que Raymond Roussel, c'est quelqu'un qui lui aussi, mais alors un peu comme Robida, de manière purement imaginative et inventive, en fait a anticipé un nombre de choses incroyables. Il a anticipé la composition assistée par ordinateur et l'utilisation de machinerie pour la composition musicale. Il a aussi anticipé la synthèse d'images basée sur les pixels et plein d'autres choses. La synthèse d'images, c'est dans les impressions d'Afrique. La musique, c'est dans Locus Solus. Je vous lis ce texte. Frankel avec succès acheva comme premier modèle un rectangle entièrement métallique d'épaisseur inappréciable, symétriquement divisé en 8 carrés pareils qui se suivaient 2 par 2, avaient tous un émeraude. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un émeraude, c'est un coléoptère, un petit scarabée qui frétille. Un émeraude installé à leur centre. Chaque patte, tendant à se mouvoir, subissait l'étreinte d'une minuscule guêtre de métal soudée à une bielle, actionnant un ensemble de roues couchées à plat dans le sens général de l'objet. Finement dentées, moyeuses et pourtours, s'emboîtaient à la file, contraignant chaque roue à gagner en vigueur ce qu'elle perdait en vitesse. La dernière avec une série de piquants plantés dans son moyeu, poussait périodiquement l'extrémité d'une lamelle effilée qui, une fois lâchée, vibrait en rendant un son pur, etc., etc. Et en fait, il continue la description en montrant tout un dispositif où non seulement on a un mécanisme en fait générateur basé sur des mouvements un petit peu chaotiques, c'est-à-dire une espèce d'énergie comme ça, de source énergétique, qui ensuite va aller se perdre dans tout un ensemble de dispositifs qui vont agir comme des contraintes compositionnelles qui vont faire que, par exemple, on n'entende pas un accord faux, quoi que cela puisse vouloir dire. Alors je citais souvent cet exemple parce qu'en fait c'est une métaphore complète de cette idée de création musicale assistée par ordinateur, dans la mesure où on a l'idée d'énumération de séquences relativement à des propriétés formelles qui sont définies par les compositeurs, qui ont une pensée formelle, des matériaux musicaux qui sont engendrés par un processus qui peut être stochastique, des filtrages par des contraintes, des règles du compositeur, etc., etc. Alors, cette étape étant un petit peu maintenant derrière nous, je me suis demandé dans quelle mesure ces mécanismes-là intervenaient véritablement dans la relation créative avec le musicien. Et je participais récemment à une conférence à Singapour, un workshop qui s'appelait Mathé Musical Conversation, sur mathématiques et musique. Et j'animais justement une session sur la créativité. Et j'y avais invité Margaret Boden de l'Université du Sussex, qui est une psychologue de la créativité, qui dit une chose intéressante en fait. Elle identifie trois grandes classes. La créativité combinatoire, en fait, qui permet de faire des nouvelles combinaisons avec des éléments qui sont déjà là. La créativité exploratoire, c'est-à-dire celle qui explore les espaces conceptuels, qui va trouver des nouvelles solutions, des nouveaux parcours dans des espaces conceptuels, mais qui sont en quelque sorte déjà installés. Et puis la créativité transformante, qui va changer les espaces, en fait. Et alors, dans mon expérience, je peux me tromper, mais il me semble qu'aujourd'hui, on atteint aux deux premiers avec l'aide de la programmation et de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'avec l'ordinateur, on va pouvoir avoir des activités créatives en musique,
musique notamment, qui vont être assistées, qui vont être augmentées, qui vont être génératives, qui vont créer des situations de co-créativité. Donc co-créativité dans lesquelles l'humain et la machine en fait se nourrissent l'un l'autre dans un processus d'interaction continue et qui est stimulant à la fois pour l'un et pour l'autre. Stimulant pour le musicien pour lequel la situation d'interaction en fait, va donner de nouvelles idées. Stimulant pour la machine parce que le musicien va donner toutes les données d'entrée qui vont nourrir les modèles à partir desquels la machine va pouvoir se mettre en situation générative et éventuellement créer des séquences qui vont avoir un caractère surprenant et qui vont avoir un caractère enrichissant pour le musicien. Et quand on atteint ça, qui est déjà quelque chose, et c'est ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui de manière un petit peu plus concrète, on se dit qu'on est au moins dans une situation co-créative et que c'est déjà une étape intéressante qu'il est intéressant d'analyser pour comprendre comment ça marche et comment améliorer les choses. Alors la musique c'est compliqué. Je crois que Gérard l'a mentionné à plusieurs reprises. Et quand on se pose ces questions, en fait, on se pose beaucoup de questions d'échelle. En fait, la musique s'appréhende à travers de nombreuses échelles. Par exemple, des échelles de représentation qui vont en fait du monde physique jusqu'à la sémantique, en passant par le niveau du signal, du traitement du signal, du contrôle et du symbolique, avec l'idée que, dans un sens, on fait de la génération, de la synthèse, quand on va des niveaux de basse information, de savoir implicite, vers les niveaux de haute information avec des représentations explicites comme dans le traitement de signal. Et dans l'autre sens, c'est de la réduction de la compression et de l'analyse. Et pour ce qui concerne le temps, en fait, on a trois façons d'envisager le temps en musique. Les abstractions temporelles qui peuvent être purement continues ou ce que Boulez appelait le temps strié, donc discrète, articulée. Et puis évidemment les représentations totalement hétérogènes dans lesquelles ces deux types de systèmes essaient de coexister, ce qui est très compliqué. Et puis une catégorie identifiée par Xenakis qu'il appelait le hors-temps qu'il mettait en dialectique en quelque sorte avec les processus temporels dans la musique, c'est-à-dire toute la pensée musicale qu'on pourrait considérer en quelque sorte comme spatiale, comme géométrique d'une certaine manière, la partie temporelle étant peut-être plus algébrique parce qu'elle concatène en fait des unités pour lesquelles on peut certainement construire des algèbres, et la partie hors-temps pouvant être pensée en fait comme un espace dans lequel on se promène librement à vue d'avion en quelque sorte, et en y déroulant en fait les structures temporelles que l'on désire. La troisième grande problématique représentationnelle dans la musique, alors ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis en avant à l'IRCAM, dans les recherches sur la composition, c'est la dualité signe-signal ou signe-symbole. En fait, il y a deux grands ensembles d'applications informatiques, celles qui traitent du signal avec les techniques mathématiques du traitement de signal, elles sont plutôt continues, elles sont plutôt interactives, elles sont plutôt temps réel, et puis celles qui sont symboliques, qui utilisent des langages symboliques, par exemple le langage Lisp, des langages de très haut niveau dans lesquels on veut représenter en fait des structures formelles et qui représenteraient la vue géométrique, la vue d'avion, la musique comme un espace dans lequel on peut se promener, l'autre vue étant la musique comme une succession de causalités et de processus causaux qui s'enchaînent les uns aux autres. Alors, le graphe que je montre là, il est un petit peu compliqué, mais il est un petit peu le résultat, c'est un peu l'analyse a posteriori que je fais sur toutes ces recherches, et il convoque en fait pour séparer cette dualité signe et signal, trois points de vue. Point de vue sémiotique, qui est un point de vue classique en musique, un point de vue linguistique, qui est classique aussi, qui est un point de vue structuraliste, et puis le point de vue de la cognition, qui est plus récent et qui est venu un petit peu chapeauter tout ça. En sémiotique musicale, classiquement, on a le niveau poétique qui est celui de l'intention, le niveau neutre qui est celui de la représentation, par exemple la partition, et le niveau esthésique qui est celui de la communication, c'est-à-dire le son qui se diffuse dans le monde physique et la perception du son. En linguistique, on regroupe ces choses-là d'une certaine manière, la structure profonde, comme celle de la langue, et du côté évidemment de l'intention, c'est-à-dire qu'on ne la lit pas nécessairement dans la surface de la partition, il faut aller l'analyser, la chercher, et le neutre et l'esthésique, ce sont des structures de surface. Par contre, pour la cognition, c'est tout à fait une autre division qui s'applique. Les structures symboliques, en fait, ont à voir aussi bien avec le niveau de l'intention que le niveau de la partition. Et par contre, le niveau esthésique, donc celui qui serait celui du signal, en quelque sorte, ce sont des représentations subsymboliques, c'est-à-dire des représentations dont les atomes eux-mêmes ne sont pas des représentations structurées, ayant une signification élémentaire ou une signification syntaxique élémentaire. Et donc, cette double circulation, en fait, on l'a représentée ici dans ce graphe-là. Mais la chose importante à retenir, et qui va nous servir pour ce que j'ai montré ensuite
ensuite sur l'interaction et la composition, c'est que verticalement, on circule en allant des structures profondes de la musique, et comme, rappelez-vous, nous on l'aborde par la technique des langages de programmation, c'est-à-dire que pour nous, la structure musicale, c'est ce qu'on programme avec un langage de programmation, donc ça va être en fait les représentations du calcul, et le structure de surface, eh ben, ça va être les représentations de la surface musicale, que ça soit la partition, le son, peu importe, des choses en fait qu'il faut décoder, et qui ne se livrent pas d'emblée, qui ne livrent pas d'emblée leur structure profonde, c'est-à-dire ce que voulait faire effectivement le compositeur, comment il les a composés, ce qu'il voulait mettre dedans. De la même manière, entre le signe et le signal, on a d'un côté vraiment la structure musicale, donc la grande forme, la vue d'avion, les grandes articulations de la musique, la forme, et puis de l'autre côté, eh ben, les processus musicaux qui s'enchaînent dans le temps, qui interagissent et qui créent en fait des chaînes causales, et puis finalement le son qu'on entend. Alors, je vais tout de suite commencer avec deux petits exemples issus de compositeurs qui ont travaillé à l'IRCAM. Daniele Ghisi, c'est quelqu'un qui est en fait un jeune compositeur qui est doctorant dans mon équipe. Et c'est intéressant cette composition pour vidéo et bande ou ensemble instrumental et bande qui s'appelle An Experiment with Time, parce que c'est un peu un mélange de tout ça. Vous avez de la composition assistée par ordinateur, donc de la programmation pour construire des structures, des formes et des matériaux. Vous avez de la programmation pure, on a parlé beaucoup d'automates cellulaires, vous allez en voir. Vous avez de l'informatique temps réel pour créer des matériaux sonores et électroacoustiques et les contrôler en temps réel. Et puis vous avez des choses complètement extravagantes, comme par exemple, vous le verrez, la création d'un livre uniquement pour le but de la vidéo, véritablement imprimé, qui n'existe pas, véritablement imprimé uniquement aux fins d'être filmé et séquencé avec la musique. Un deuxième exemple dans lequel, en plus de tous les éléments que j'ai mentionnés, une composition de Georges Apergis qui a été produite à l'IRCAM en 2011, Luna Park, l'ordinateur fait un traitement temps réel de la parole, mais à un moment donné va véritablement inventer un nouveau langage. Donc il va y avoir un côté génératif de la programmation qui tout à coup va ouvrir une autre dimension qui est l'idée que l'ordinateur peut créer une séquence tout à fait inédite qui prend un sens dans la performance et qui va au-delà simplement de l'interaction et du traitement. Kayor yun kayor li kayor li kli yun yor li yun li kali kali kyun yor li kyur yun kali. Genre soit isoté et tu piégé. Thérèse les bléos soit urgé. Allez, où tu jetais plaît soir, et tu t'y plairas, j'ai que ce soit.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un langage qui n'existe pas, mais qui a toutes les caractéristiques intonatives, prosodiques, pseudo-syntaxiques d'un langage. Donc, c'est une sorte d'improvisation, c'est une sorte de séquence libre créée par l'ordinateur, et on commence à se rapprocher, à sortir du paradigme pur de la composition pour se rapprocher du paradigme de l'improvisation qui va être le centre de la présentation. Donc, j'ai expliqué toutes ces dualités, ces oppositions, et pour arriver en fait au propos qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'interaction improvisée, donc générative, créative avec l'ordinateur, je vais avoir besoin de deux concepts importants qu'on a appelés l'interaction symbolique et la réinjection stylistique. Sachant que lorsqu'on va combiner tous ces éléments, génératifs, interactifs et compositionnels, on va en quelque sorte créer une collusion de deux mondes de programmation, l'un qui pourrait être symbolisé par le logiciel OpenMusic dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'autre qui pourrait être symbolisé par le logiciel Max, qui lui est un logiciel de scène, de performance et d'interaction temps réel pour la scène. À partir du moment où on combine, alors on les a effectivement combinés concrètement, parce qu'on a créé un environnement qui tire parti des deux, mais ce qui est intéressant, c'est l'aspect conceptuel, le fait de combiner en réalité les capacités de ces deux types d'environnements revient en quelque sorte à combiner des capacités cognitives qui, pour les unes, sont formelles et compositionnelles, et pour les autres sont réactives et qui se rapprochent de l'improvisation. Alors voilà un exemple d'OpenMusic. C'est un exemple de programmation dans lequel, en fait, d'interaction OpenMusic et Max. On programme en fait une composition spatiale dans OpenMusic et elle est réalisée en temps réel par Max qui va effectivement disposer des sources dans un espace virtuel. Alors, il me faut avancer. Donc, j'ai parlé d'interaction symbolique. L'interaction symbolique, c'est l'idée, c'est ce que je viens de dire, c'est l'idée que dans l'interaction, on ne se tient plus simplement au traitement des effets sonores, mais on injecte de l'intelligence musicale, de l'intelligence formelle en quelque sorte locale, qui va permettre au programme de prendre des décisions locales, informées et intelligentes par rapport à ce que fait le musicien. Et pour ça, on combine deux grands paradigmes de l'informatique, le paradigme réactif et puis le paradigme, disons, applicatif, formel, déclaratif. Et la réinjection stylistique, donc, qui est l'autre grand concept, qui est en fait une espèce de métaphore cognitive qui va nous guider dans l'implémentation de dispositifs d'interaction improvisés avec les musiciens. C'est vraiment ça qu'on va faire, et puis c'est vraiment ça qu'on va voir et entendre. Alors l'idée, c'est qu'un musicien joue, et il évoque des idées qui viennent de son passé, donc de sa mémoire, donc ce qu'il a appris, le répertoire, ce qu'il a écouté il y a 1 minute, ce qu'il a écouté il y a 10 ans. Il écoute aussi d'autres musiciens en temps réel, sur scène, et puis il s'écoute lui-même. Et toutes ces images musicales, toutes ces images mentales, elles régressent dans le passé, c'est-à-dire qu'elles régressent dans la mémoire, pour, à un moment donné, revenir par cette relation d'évocation. Et donc, on a cette double boucle de feedback qui implémente en quelque sorte l'attitude d'improvisateur. Et ce qu'on a fait de manière informatique, c'est en quelque sorte, pour utiliser un jargon informatique, on a réifié une partie de ce dispositif, c'est-à-dire ce que fait le programme OMAX, que je vais vous montrer. Il réifie, il rend palpable cette relation, et il l'expose sur le plan sonore. Donc le musicien entend ces réinjections, joue avec, et on rentre dans une double boucle d'interaction où le musicien nourrit la machine nourrit le musicien. Alors, je vais passer sur les détails. Donc, le projet initial s'appelle OMAX. C'est un petit peu une espèce de grande galaxie dans laquelle, au centre, il y a ce paradigme de écouter, apprendre, modéliser et générer en fonction du musicien, dans le domaine du son, mais ça peut être aussi dans le domaine du multimédia, qui en fait a assez bien marché, et donc a dérivé en un certain nombre d'autres recherches, d'autres logiciels, certains en dehors de l'IRCAM, comme vous le voyez ici, mais à l'IRCAM même, on utilise le logiciel OMAX, le logiciel SOMAX dont je parlerai un tout petit peu ensuite, et le logiciel Improtect. Tout ça, ce sont en quelque sorte des variantes de la même idée. Vous verrez dans le concert, normalement, les logiciels OMAX et Improtect, et je vais expliquer les différences. Donc j'ai expliqué que OMAX, c'est écouter, avoir un modèle d'écoute artificielle, apprendre un modèle formel, donc avoir en quelque sorte de l'apprentissage automatique, apprendre des séquences, faire de l'apprentissage statistique de séquences, et avoir un modèle de navigation dans le modèle formel, c'est-à-dire un modèle de génération qui permet de dire, voilà, j'ai appris une cartographie, je me promène dans cette cartographie. Pour ce qui concerne les stratégies d'écoute artificielle, l'idée est qu'on détecte en fait des unités dans le son, si on traite du son, et que ces unités, en temps réel, il va falloir les catégoriser, donc les positionner dans un espace qui peut être un espace euclidien,
ou alors une variété différentielle, ça ce sont des travaux que j'ai fait avec Archiaconte, dans le cas où il ne s'agirait pas d'un espace euclidien, mais d'un espace informationnel dans lequel les points en fait sont des distributions de probabilités, et en l'occurrence des spectres sonores. Mais dans tous les cas, on veut rassembler ces unités en catégories, on veut les clusteriser par similarité, et on veut agréger comme ça des unités musicales de plus en plus signifiantes. Et quand on est content, eh ben on coupe et on dit ça c'est quelque chose. Alors c'est quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un cri, ça peut être une note, ça peut être un accord, ça peut être un timbre qui est stable sur quelques centaines de millisecondes. C'est une unité qui a une pertinence perceptive. À partir du moment où on agrège ces unités, elles vont constituer des états d'un modèle formel. Alors, on fait de l'apprentissage de séquences statistiques, ça peut être des réseaux neuronaux, ça pourrait être du deep learning. On utilise actuellement un modèle qui s'appelle l'oracle des facteurs et qui est issu lui aussi de la bioinformatique parce qu'on s'en est servi pour détecter, faire de la découverte de structures sur de l'ADN. C'est très bien adapté pour ce qui nous intéresse parce qu'on a à la fois la découverte de structures par la création d'un graphe qui rend compte de toutes les relations de similarité entre des chaînes formées des unités symboliques qu'on a extraites à l'étape précédente, mais en plus, et c'est là où on avait vraiment un avantage par rapport à d'autres systèmes qui ont fait des choses similaires, on garde la structure temporelle de la séquence. Et donc on peut toujours se référer à la structure temporelle des corpus qu'on a appris ou de la musique qu'on a entendue en live à partir de ce que fait le musicien. Alors ces structures, on peut les analyser dans tous les sens. En fait, elles sont très riches, elles nous donnent énormément d'informations. Mais la chose à retenir, ce que vous voyez là, c'est une représentation un peu esthétisée de la même chose et que vous verrez dans une démonstration. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est l'idée de la découverte en fait en temps réel, à partir du jeu d'un musicien, d'une structure motivique. Et à partir du moment où on est capable de détecter ces récurrences et ces variations de forme, on est capable de faire des recombinaisons. Donc si on a par exemple cette forme-là, on peut sauter de ce point-là à ce point-là, et on aura créé à ce moment-là une nouvelle séquence qui est tout à fait inédite, mais par contre qui est complètement expliquée par la statistique des séquences apprises. Alors, donc, pour résumer, il nous faut des représentations, des connaissances musicales, mais la difficulté, c'est qu'on veut les capter à la volée, donc il nous faut des modèles extrêmement efficaces. On veut des stratégies perceptives et génératives pour pouvoir renvoyer dans le monde réel, en quelque sorte, de la musique, de telle manière qu'on alimente cette double boucle de feedback avec le musicien qui va engendrer cette espèce de réinjection stylistique. Et il nous faut un modèle temporel et mémoriel, parce qu'en fait, ce qu'on va constituer, c'est une sorte de mémoire musicale, mais de mémoire maligne, dotée de capacités cognitives simulées. Alors, je passe très rapidement sur les architectures. En fait, la chose importante, c'est de voir que ces architectures, elles reprennent des éléments cognitifs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des parties qui s'occupent de quelque chose qui est comme la perception, c'est le clustering local, de quelque chose qui est comme la mémoire à moyen et long terme, c'est le clustering global qui permet de découvrir les structures à long terme et qui crée une mémoire, des structures véritablement d'action, d'initiative, parce que ce sont des agents qui vont avoir des architectures d'interaction, qui vont prendre des décisions d'improvisation, et puis après il faut revenir dans le monde réel, et bien il faut faire du rendu audio et même vidéo, puisque maintenant on fait même du rendu audio et vidéo, et tout ça doit se passer dans le temps de la performance. Donc c'est une très très grosse pression sur les performances informatiques et sur les méthodes et les langages informatiques qui sont mis en œuvre. Alors, une petite illustration. On va entendre ici un solo de saxophone, c'est une improvisation au saxophone, et on va voir le processus temps réel de constitution, de reconnaissance des structures motiviques et des similarités. Et on va voir ces fameuses arches colorées que vous avez vues tout à l'heure se former dans le temps de la performance. Donc là, il commence à reconnaître des morceaux de musique qui sont répétés. Je vais avancer un peu plus loin. Vous voyez que c'est de plus en plus complexe. Et si je me mets par exemple par ici, je vais aller un peu, voilà. Si je me mets là, je vais même faire pause. Si je me mets un petit peu avant, voilà. Vous voyez que là, on est vers la fin du morceau et qu'on a un certain nombre d'arches qui reviennent vers le début, qui nous disent en fait le musicien est en train de réinjecter des matériaux qu'il avait déjà exposés en fait au début, mais d'une manière différente. Il les recombine, il crée des variations et il les dispose différemment dans le temps. Donc on voit qu'en fait, on a une sorte d'analyse instantanée de la structure motivique du morceau et que ça, c'est une carte. C'est véritablement une carte, il y a une topologie, on peut se promener dedans et cette cartographie, c'est en naviguant dans cette cartographie qu'on va réussir
en fait à créer de nouvelles séquences qui vont avoir une identité stylistique avec la production du musicien, mais en même temps lui poser un défi parce qu'elles seront différentes de celles qu'il a faites lui-même. Alors, un petit exemple avec le même saxophoniste qui est Fabricio Cassol, grand saxophoniste belge, et là, l'enregistrement est fait il y a quelques années au moment où il découvre le système. Donc en fait, il ne sait pas ce qui va se passer. Il joue, il entend, ça l'influe, il joue différemment, la machine l'entend, ça influe la machine joue différemment. Et la chose intéressante, c'est qu'on entend le processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au départ, le programme est très bête, il ne peut que répéter les notes puisque le modèle n'est pas encore constitué. Et puis le modèle, en fait, il est incrémental, et il s'agrandit au fur et à mesure que le musicien joue. Et alors, on va voir que la machine est de plus en plus maligne et que ça commence à intéresser le musicien parce que lui-même commence à faire des choses intéressantes. Alors, c'est très intéressant parce que ça, c'est vraiment complètement brut. C'est ce qui se passe dans la première rencontre, en quelque sorte, entre un musicien et un dispositif comme au Max. Et il est évident à l'écoute que le musicien est intéressé, intrigué, puisqu'il développe sa proposition, il développe en fait sa stratégie d'improvisation, et il la développe en fonction de ce que produit l'ordinateur, puisque vous avez vu qu'il y a un phénomène de double imitation. L'ordinateur imite le musicien, puis varie, change, et à d'autres moments, le musicien va imiter l'ordinateur. Et donc renforcer dans le modèle, il va en quelque sorte renforcer des régions du modèle qui vont devenir plus prégnantes par renforcement. Alors, ça, c'est la base. Je vais montrer quelques exemples de véritables sessions musicales. Ça, c'était vraiment une expérience de laboratoire, dans lequel on a une vraie interaction musicale entre des improvisateurs qui prennent la chose très au sérieux et qui considèrent qu'ils ont en quelque sorte un partenaire synthétique. Alors, là, on est dans un cas, c'était pareil dans l'expérience précédente, où l'ordinateur non seulement élabore sa cartographie à partir de l'information tirée du musicien, mais en quelque sorte, il lui vole son son. Il enregistre le musicien et il utilise ces données timbrales, purement sonores, pour se construire son propre son instrumental, ce qui est bien commode parce que le musicien en général a un beau son et que l'ordinateur apprend en même temps les articulations instrumentales, qui est la chose la plus difficile à imiter lorsque vous utilisez par exemple des échantillonneurs. Bien évidemment, pour d'autres musiciens, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une altérité complète entre lui et la machine, et que la machine n'utilise pas ses propres sons. Voici par exemple un début de concert donné avec Bernard Lubat à New York, avec Omax, et dans un cas où le son produit par Omax est synthétique.
le musicien qui fait un signe. On dirait la machine. Oui, c'est bien, vas-y, vas-y, je veux écouter là. Là, j'ai fait un petit montage pour montrer un autre passage du concert. Alors, je vais pas montrer ces séquences. On va passer tout de suite à la suite. Alors, à ce stade, il s'agit donc du logiciel qui s'appelle Omax. Il y a bien une écoute artificielle. Il y a bien une espèce de simulation de processus musicaux intelligents pour apprendre des structures et se construire une cartographie et puis une stratégie des heuristiques de navigation pour se promener dans ces cartographies et générer des séquences musicales intéressantes. Mais par contre, il n'y a pas de vraie réactivité, c'est-à-dire que le programme écoute pour apprendre, il écoute en permanence et il apprend et il enrichit sa connaissance en permanence, mais quand il joue. Donc là, c'est plutôt le musicien, d'une certaine manière, qui s'adapte temporellement pour ce qui concerne l'adaptation temporelle de l'interaction improvisée. Alors, dans un deuxième prototype qui s'appelle Somax, on a voulu aller plus loin et avoir une double écoute. L'écoute d'apprentissage et l'écoute réactive, parce que c'est ce qui se passe véritablement dans l'improvisation. Le musicien improvisateur écoute en permanence tout ce qui se passe, lui-même, ce que font les musiciens, et comme je le suppose, il a une écoute intérieure de choses qui viennent de beaucoup plus loin dans le passé. Alors, le modèle Somax par rapport à Omax, c'est la même chose en termes d'écoute et d'apprentissage, mais s'ajoute une dimension. Ça revient à considérer que dans un processus musical, dans une séquence musicale, il peut y avoir des effets de background et de foreground. Un peu comme on le décrit dans la Gestalt théorie. Par exemple, typiquement, vous avez un solo et un accompagnement, mais ça c'est le cas le plus basique. Donc en fait, à l'écoute, on peut séparer tous ces canaux d'information musicale, on peut en avoir autant qu'on veut, par exemple mélodique, harmonique, timbro, rythmique, tout ce que vous voulez, et on va dire, il y a un certain canal qui nous écoute, qui nous préoccupe, qu'on veut apprendre, et c'est ça le véritable matériau qu'on apprend, mais tous les autres, on les garde comme des annotations de ce matériau qui vont nous servir ensuite pour l'écoute réactive. Quand ensuite on sera en situation d'écoute réactive, ce qui va se passer ici, donc là c'est le modèle, là c'est le musicien qui joue en live, c'est l'environnement extérieur, et vous voyez qu'il y a des couleurs qui représentent des qualités musicales, et le modèle, à chaque instant, il doit faire des choix pour sa navigation, mais il va les faire non seulement en fonction de sa logique propre, et on pourrait appeler ça l'écoute intérieure, c'est en quelque sorte le musicien synthétique qui s'écoute lui-même, mais aussi de la logique qui lui est imposée de l'extérieur, et donc il va faire des choix qui vont optimiser en fait sa topologie propre et le fait de correspondre le plus possible aux couleurs qui viennent de l'environnement. Et ceci parce que le modèle va contenir un certain nombre de niveaux d'annotation qui vont décrire les couleurs selon les canaux d'information musicale qui nous préoccupent. Alors si par exemple c'est l'harmonie, si les canaux secondaires c'est l'harmonie et si l'information principale c'est le solo, on peut avoir appris un morceau avec une certaine harmonie, mais si un musicien extérieur joue une autre harmonie, et bien à ce moment-là, le musicien synthétique va improviser sans savoir ce que va faire. C'est différent du système Improtech qu'on montrera après, où il y a une connaissance du futur. Ici, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est de l'improvisation pure. Mais le système, en improvisant, va quand même s'adapter harmoniquement à ce que fait l'environnement extérieur, le musicien extérieur. Si, par exemple, le canal d'information qui nous préoccupe, c'est la position de l'information musicale dans le temps, la phase temporelle à l'intérieur d'une pulsation, eh bien, le fait d'avoir cette écoute extérieure va permettre de synchroniser. C'est une méthode très, très pratique, finalement, pour synchroniser temporellement une improvisation avec une pulsation extérieure. Alors, je vais montrer quelques exemples. Alors, juste une chose, avant de montrer les exemples. En plus de cette idée de canaux d'information principaux et secondaires, et puis d'écoute intérieure et d'écoute extérieure pour le modèle, on a aussi changé la représentation formelle qui initialement était faite avec un oracle de facteurs, c'est-à-dire une sorte d'automate formel représentant à la fois le temps, les états et toutes les relations de similarité motivique. On a gardé cette information, vous la voyez, elle est ici, mais on l'a doublée d'une information continue. Ça c'est intéressant parce que ça se rapproche un petit peu de mécanismes cognitifs dans l'écoute musicale et l'improvisation, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté discret, donc vous vous rappelez l'idée de la forme discrète, symbolique qui représente des structures, et puis l'idée de l'enchaînement continu du signal
de la causalité et des processus, qui lui va être représenté en fait avec ces sortes de gaussiennes qui vont s'activer dans le modèle à chaque fois que quelque chose vient de l'environnement extérieur. Par exemple, la note A, vous voyez, si la note A est jouée, à ce moment-là, on va avoir un pic d'activation partout dans le modèle où des A apparaissent. Si la note B est jouée, on va avoir des pics d'activation partout où la note B apparaît. Mais en même temps que tous ces pics se produisent, les pics précédents commencent à régresser dans le temps, à se déplacer dans le temps, ceci de manière à représenter l'empreinte mémorielle de la perception. C'est-à-dire qu'une chose que j'ai perçue, elle va continuer d'avoir une action pendant un certain temps, et puis elle va décroître selon cette exponentielle. Et donc tous ces profils vont se sommer, s'additionner, et ils vont s'additionner pour chacun des canaux d'information, pas seulement pour un canal d'information. À l'arrivée, on a, et donc ça se produit pendant l'apprentissage, ça peut être sur des corpus, mais ça peut être aussi en temps réel. À l'arrivée, pour une séquence musicale, on va voir un profil d'activation mémorielle qui va changer en temps réel en fonction de ce que fait le musicien extérieur, l'environnement extérieur, et de telle sorte qu'à chaque instant, en regardant les pics, le système va savoir vers quels endroits il serait intéressant de converger et de converger rapidement, parce qu'en fait, ça va converger musicalement avec ce que le musicien est en train de faire. Donc on va avoir un mécanisme d'adaptation complètement souple et flexible qui va constituer une écoute réactive venant s'additionner, s'ajouter à l'écoute d'apprentissage. Alors, quelques exemples, et puis après je passerai la parole à Jérôme. Un premier exemple, alors, qui est fait à partir d'un enregistrement. Donc, c'est un discours d'Obama pour la réélection au moment de la présidentielle américaine. Et donc là, le système écoute. Alors, c'est un environnement très bruité, donc un système d'écoute artificielle qui est quand même assez robuste. Et en fonction, avec cette écoute réactive, et ayant appris un grand nombre de voicing de jazz qu'on a enregistré avec la pianiste Carrie de Bonnefoy, le système va complètement réimproviser la connaissance musicale qu'il a, mais en suivant de manière quasi instantanée la prosodie du discours. Hello, New York! Ça, c'est l'original. Oh. Et ça, c'est la situation pas de co-improvisation, mais de discours et d'improvisation qui s'adapte au discours. That's how the greatest generation defeated fascism, yanked us out of a Great Depression, built the largest middle class in history. That's how young people from every background were able to suffer billy clubs and fire hoses to ensure that our children grew up in a country where your race is no barrier to what you can become. The change is hard, but we know it's possible. We've seen it. I've lived it. I've lived it. I've seen it. And so, as we go into this election year, I want everybody to understand. Alors, les grandes pauses, en fait, ne sont pas rajoutées, c'est vraiment dans le discours. Obama, c'est quelqu'un qui s'arrête pendant 10 secondes et qui sent comme ça l'auditoire. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qui est déjà très musical à la base et qui est complètement renforcé et dont la co-improvisation, ici, en quelque sorte, montre et renforce le swing intrinsèque qu'il y a dans cette espèce de façon de prononcer des discours politiques. Alors, le temps passe. Je vais terminer peut-être simplement avec une vidéo. Celle-là, je ne vais pas la montrer. Je vais montrer une vidéo qui a été enregistrée aux Journées Portes Ouvertes il y a quelque temps avec le saxophoniste Rémi Fox, où on a démontré cette capacité d'écoute réactive d'Omax. Donc là, c'est une improvisation complètement libre du saxophoniste, et le logiciel va s'adapter harmoniquement à partir d'une connaissance qui a été apprise sur des corpus de morceaux de Bill Evans. Donc on va voir en quelque sorte une co-improvisation dans le style de Bill Evans qui va suivre le saxophone.
Alors c'est comme chercher Charlie, il y avait quelqu'un caché dans le public que vous n'aurez certainement pas remarqué. Alors je vais pas montrer toutes les vidéos que j'avais préparées, j'en avais préparé pas mal pour montrer un petit peu la versatilité, mais le temps passe et je vais laisser un peu de temps à Jérôme. Alors Jérôme a fait sa thèse dans mon équipe, il l'a soutenu il y a très peu de temps, il l'a soutenu le 16 mai, et il a travaillé sur une autre de ces branches de ces logiciels. Donc vous vous rappelez, Omax c'est un petit peu le free, Somax c'est la même chose, mais on intègre en fait l'écoute attentive et instantanée de l'environnement extérieur. Et ce qui va se passer dans la troisième branche, dont le nom de code est Improtec, c'est l'idée de rajouter l'idée de scénario. Et à partir du moment où on a l'idée de scénario, par exemple, on sait qu'on est... ici, le logiciel a appris des connaissances musicales à partir de morceaux de Bill Evans, mais il ne sait pas ce que va faire le musicien, et l'idée n'est pas de dire on joue un morceau particulier, c'est véritablement de l'improvisation. Dans l'autre cas, on sait ce qu'on fait. On joue une grille, par exemple, si c'est du jazz, ou on joue une composition, si c'est une composition écrite, par exemple, dans un style d'écriture contemporaine. Et du fait qu'on a un scénario, ça veut dire qu'on sait ce qui va se passer, on a accès au futur, et donc on est capable de faire toutes sortes d'opérations qu'on n'était pas capable de faire quand on n'avait pas l'accès au futur. Alors, ça c'est Jérôme qui va vous l'expliquer. Je saute ces vidéos et... Jérôme, la chair est à toi. La table, ça c'est l'expression anglaise. Ça. Bonjour, merci. Oui, donc Gérard vous a parlé d'Omax, modélisation du style sur une mémoire musicale, de Somax qui pouvait guider l'improvisation de la machine de manière réactive, et puis donc cette troisième branche du projet d'improvisation qui a été initiée par Marc Chemillet et sur laquelle j'ai fait ma thèse, donc c'est Improtec. Donc l'idée c'est de pouvoir improviser avec un musicien sur scène dans un contexte pulsé, avec une pulsation donc, et de pouvoir improviser avec un musicien dans un contexte structuré, avec un scénario. Donc je vais revenir sur cette idée de scénario ensuite. Donc le schéma général est le suivant, c'est-à-dire qu'on a un musicien qui connaît un scénario, quelque chose qui va diriger l'improvisation. Ce scénario est un référent commun entre le musicien et la machine, qui a une mémoire musicale, et les improvisations de la machine sont elles-mêmes guidées par ce scénario. Donc, le scénario, en fait, c'est parce que dans de nombreux répertoires de musique improvisée, il existe une structure formelle qui détermine de manière plus ou moins déterministe l'évolution temporelle de l'improvisation qui va avoir lieu. Par exemple, dans une improvisation de jazz, hein, la grille de jazz, la progression harmonique, on pourrait voir ça comme une séquence de classes d'équivalence que les musiciens suivent dans leur improvisation. On peut aussi citer, par exemple, en haut à droite, la basse qui est écrite à la main gauche pour l'improvisation baroque et qui laisse à l'improvisateur le soin de réaliser l'harmonie à la main droite. Et puis, on peut citer d'autres structures formelles en musique et dans l'improvisation en particulier. Ici, vous avez des plans d'improvisation qui avaient été dessinés par Edgar Varèse pour des improvisations avec des jazzmen dans les années 50. Donc l'idée, c'est, dans tous les modèles que Gérard vous a présentés tout à l'heure, d'introduire une structure formelle, temporelle, qui pourra prendre la forme de différents objets, comme ça, dans les improvisations de la machine. Et donc pour pouvoir être capable de jouer un standard de jazz en particulier, de pouvoir jouer du blues, du jazz, de pouvoir jouer dans un contexte de musique pulsée. Donc ce qu'on appelle improviser dans ce cas-là, c'est articuler un scénario et une mémoire. C'est-à-dire, par exemple, pouvoir improviser sur la grille harmonique le scénario de Song for My Father en allant piocher dans une mémoire musicale qui est constituée de plein de standards de jazz, par exemple au Privav. Et donc l'improvisation qui en résulte, c'est des petits morceaux de mémoire qu'on est allé agencer, récupérer, transformer pour pouvoir satisfaire le scénario. Et si on s'abstrait un peu de ce cadre jazz, hein, donc l'idée plus abstraite, c'est d'avoir une séquence symbolique qui guide l'improvisation, le scénario, et aller piocher dans des séquences d'événements musicaux qui sont étiquetés par ce même alphabet. Donc je vais vous montrer maintenant, pour illustrer un peu tout ça, deux exemples dans lesquels le scénario qu'on utilise, ce seront des progressions harmoniques, donc des grilles de standards de jazz, mais l'idée de ce projet, c'est aussi de pouvoir être assez générique pour passer de l'improvisation dans un contexte idiomatique connu comme des grilles de jazz à des contextes plus composés ou avec des alphabets
moins traditionnels. Par exemple, le système Improtec, dont on va vous faire une démonstration tout à l'heure, sera utilisé le 22 juin dans un concert dans le cadre du Festival Manifeste pour l'inauguration de l'exposition Beat Generation au Centre Pompidou. Et dans ce cas-là, le scénario, ce ne sera pas une grille de jazz, mais ce sera des textes écrits par des écrivains de la Beat Generation. Donc, dans un cadre de jazz, ici, je vais vous montrer un premier exemple où le scénario qu'on donne au système, c'est une grille harmonique, une progression harmonique très courte, et puis sa mémoire musicale est constituée au fur et à mesure de la performance par le saxophoniste Rémi Fox, ici. Donc le système écoute ce que le musicien joue, le découpe en petites tranches de pulsations pendant la performance, la note, et puis recontextualise des enchaînements pour pouvoir jouer avec le musicien, échanger avec lui, en créant des phrases qui soient nouvelles à partir de la mémoire que le musicien lui a fournie et qui respectent donc ce scénario sur lequel on s'est mis d'accord, à savoir la progression harmonique de Rent Party de Booker T. Jones. Donc très rapidement, en fait, ce qui se passe dans la tête du système, c'est la chose suivante, c'est qu'on a notre scénario, c'est ce ruban jaune en haut, et la mémoire musicale, c'est la suite de petits événements qu'on voit comme ça, et on essaye d'assurer à la fois la continuité avec le futur du scénario, pour avoir une directionnalité. En musique, traditionnellement en musique tonale, on va vers la tonique, on prépare une résolution, donc on veut une direction comme ça. Donc on cherche à chaque instant des instants dans la mémoire musicale qui puissent assurer un futur commun avec le scénario. Donc c'est les flèches rouges qu'on voit vers l'avant ici. Et puis un passé commun avec ce qui vient d'être joué, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir assurer la continuité du discours musical. Et donc comme ça, le système est tiraillé entre le passé de la mémoire et le futur du scénario pour essayer de construire à chaque fois des choses qui soient musicalement cohérentes, mais nouvelles néanmoins. Et donc dans cet exemple-là, le scénario et la mémoire étaient homogène, on va dire, c'est-à-dire que la mémoire musicale a été apprise dans le même contexte que le scénario sur lequel on était en train de jouer. Puis ce qui est intéressant avec cette articulation scénario-mémoire, c'est aussi d'utiliser des mémoires musicales exogènes, c'est-à-dire de vouloir jouer sur un scénario, une grille de jazz par exemple, en utilisant des mémoires musicales qui ont été apprises dans d'autres contextes. Alors ça, c'est le cas de l'autre exemple que je vais vous montrer ici, qui est issu d'un projet d'Hervé Célin et Georges Bloch qui ont utilisé le système Improtec, où là l'idée c'était d'avoir un quatuor formé de Hervé Célin au piano et d'un trio virtuel. Et l'idée c'était que ce trio virtuel, Billie Holiday, Edith Piaf et Elisabeth Schwarzkopf, chantent toutes les trois dans une esthétique un peu patchwork sur le scénario qu'est The Man I Love, mais en allant piocher dans des mémoires musicales qui sont différentes de The Man I Love, puisque Edith Piaf, dans la mémoire utilisée par le système, chante non pas The Man I Love, mais Mon Dieu et Milord, et Elisabeth Schwarzkopf chante des petits extraits de Mozart et de Puccini. Donc voilà ce que ça donne quand on utilise un scénario et une mémoire musicale qui vient de l'extérieur de ce scénario.
Donc, voilà. Donc vous avez eu un aperçu de ce que ça donnait, un aperçu de tous ces projets de recherche sur l'improvisation qui vous a été fait par Gérard. Et puis maintenant, d'ici quelques temps, vous allez avoir une démonstration en live avec un musicien live, Bernard Lubat. Et donc on va, dans ce concert avec Bernard Lubat et Marc Chemillet et Gérard Assayag, donc, faire un panel comme ça de performances avec tous ces systèmes. Et l'idée, ce sera d'aller du plus libre au plus structuré, c'est-à-dire commencer par de l'improvisation libre avec le système Omax, introduire de la pulsation avec le Improtec, et puis terminer ensuite par de la pulsation et une structure harmonique. Et donc, vous verrez, tantôt on utilisera la voix de Bernard, tantôt on utilisera le piano de Bernard, tantôt on utilisera des choses que Bernard joue sur le moment, parfois des choses que Bernard a jouées dans d'autres sessions d'improvisation. Et tout ça, c'est d'ici quelques minutes, d'ici 3/4 d'heure à peu près. Je sais pas, ça dépend de vous. Eh ben, ouais. Voilà, c'est ça, disons d'ici 3/4 d'heure. Voilà.